À 10 heures précises, les portes de l'église s'ouvriront. Et en un instant, le silence de tout un pays prendra forme dans un seul lieu, celui où l'on dira adieu à Nathalie B. Et une question s'impose déjà, presque brutale, presque intime. Comment une femme qui a traversé des décennies de lumière peut-elle disparaître en laissant derrière elle une présence encore plus forte que sa vie elle-même? Comment accepter que certains regards continuent d'exister, alors même que celle qui les portait n'est plus là. Ce vendredi 24 avril 2026, au cœur de Paris, l'église Saint-Sulpice deviendra le théâtre d'un moment suspendu, un instant où le public et l'intime vont se frôler sans jamais vraiment se confondre. Car si chacun pourra entrer, chacun saura qu'il pénètre dans quelque chose de fragile, presque sacré, une frontière invisible entre le souvenir et l'absence. Depuis l'annonce de sa disparition le 17 avril, les mots ont circulé, les hommages se sont multipliés. Mais au fond, rien ne remplacera ce moment précis où les corps seront là, où les regards se croiseront, où les silences diront plus que les discours. Car la vérité d'un adieu ne se lit pas, elle se ressent. Qui seront-ils à franchir ce seuil? Qui osera affronter ce vide laissé par une femme qui n'a jamais triché, ni à l'écran ni dans la vie? Quels visages connus deviendront soudain vulnérables sous le poids de l'émotion? Au centre de tout cela, il y a une figure, une seule. Une femme qui ne joue aucun rôle aujourd'hui, une femme qui ne peut pas se cacher derrière une caméra. Laura Smet. Elle a tout orchestré, tout choisi, chaque détail, chaque minute, comme si contrôler l'instant pouvait ralentir l'inévitable, comme si organiser pouvait empêcher de ressentir, et pourtant, 2 jours après la disparition de sa mère, elle a ces mots simples qui ont traversé la France entière. Des mots qui ne cherchent pas à impressionner, mais qui frappent au cœur. J'ai perdu la moitié de mon cœur et soudain tout devient clair. Derrière l'actrice, derrière l'icône, il y avait une mère, une présence irremplaçable, un pilier invisible que rien ne pouvait remplacer. Ce qui rend cette histoire encore plus vertigineuse, c'est cette accumulation de pertes. Comme si la vie avait décidé d'accélérer brutalement, car en quelques années seulement, Laura a dû dire adieu à ses 2 parents, et alors une autre question surgit, encore plus dérangeante, combien de douleurs un être humain peut-il absorber avant de vaciller? Pourtant elle tient, droite, digne, fidèle à l'image que sa mère a toujours incarnée, cette élégance sans bruit, cette force sans démonstration. À ses côtés, une autre présence viendra combler. Au moins en partie, ce vertige du manque, David Hallyday, son demi-frère, celui qui n'a pas eu besoin de longues phrases pour dire l'essentiel, ce n'est pas possible, Laura, je t'aime. Et dans ces quelques mots se cache toute une histoire de liens, de distance, de retrouvailles imposées par la vie. Car parfois, ce sont les épreuves qui reconstruisent ce que le temps avait dispersé. Vendredi, il ne s'agira pas seulement de dire adieu à une actrice, mais de comprendre ce que signifie rester quand tout semble s'effondrer. Et toi qui écoutes cette histoire maintenant, as-tu déjà connu ce moment où une seule personne devient ton point d'ancrage dans la tempête? Et que se passe-t-il quand cette encre disparaît soudainement? Ils seront là, immobiles, en apparence mais traversés de souvenirs, et une autre question s'impose avec une intensité presque dérangeante. Que reste-t-il d'une vie partagée quand celui ou celle qui en était le centre disparaît soudainement? Que devient l'amitié lorsque la voix qui lui donnait sens s'éteint? Parmi ces silhouettes, une présence se détache déjà, fidèle, constante, presque indissociable de son histoire. Dominique Besnehard, l'homme qui l'a accompagné pendant plus de 40 ans, 40 années de décisions, de doutes, de triomphes silencieux. Une durée qui dépasse largement le simple cadre professionnel pour entrer dans quelque chose de plus rare. Une loyauté construite dans l'ombre, loin des projecteurs qu'elle refusait. Il ne parlait pas seulement en tant qu'agent. Il parlait comme quelqu'un qui avait vu toutes les facettes d'une femme qui n'aimait pas se montrer. Il la décrivait sans artifice, sans exagération. Une femme qui fuyait les paillettes, qui préférait le travail à la lumière, qui construisait sa carrière avec une rigueur presque austère. Et soudain, on comprend que son élégance n'était pas un rôle, mais une manière d'exister. Ce vendredi, il sera là, peut-être au premier rang, peut-être en retrait, mais toujours à sa place, celle de l'ami qui reste quand tout s'arrête, celui qui tient debout pour ceux qui vacillent, celui qui ne cherche pas à être vu mais qui voit tout, et puis il y aura une autre silhouette, une autre voix, plus rugueuse, plus directe, mais tout aussi sincère, Gérard Lanvin, un homme qui ne choisit pas ses mots pour plaire mais pour dire vrai. Et ce qu'il a dit d'elle résonne encore. Elle m'a appris à être acteur. Une phrase simple en apparence, mais qui contient une reconnaissance immense, presque une dette artistique. Car apprendre à être acteur, c'est apprendre à se dévoiler, à se confronter à ses propres failles. Et cela ne s'enseigne pas. Cela se transmet
dans un regard, dans un silence, dans une exigence partagée sur un plateau. Leur relation n'était pas seulement professionnelle, elle était faite de ces instants invisibles que le public ne voit jamais, des regards échangés avant une scène, des silences après une prise, des doutes murmurés loin des caméras. Et c'est là que se construit la vérité d'un lien. Vendredi, lorsqu'il franchira les portes de l'église, ce ne sera pas seulement un acteur qui dira adieu à une autre actrice, ce sera un homme qui perd une partie de son histoire, une partie de ce qui l'a façonné, et peut-être que dans ce silence, il repensera à ces moments où tout semblait encore possible, où chaque film était une promesse. Ce qui frappe dans ces présences, ce n'est pas leur notoriété, mais leur constance. Car dans un monde où tout change vite, où les relations se font et se défont au rythme des succès, ils sont restés fidèles, solides, presque immuables, comme si certains liens échappaient au temps. Et toi qui écoutes cette histoire, as-tu déjà rencontré quelqu'un qui te connaît au point de voir ce que tu caches aux autres? Quelqu'un qui reste même quand il n'y a plus rien à gagner? Et si cette personne disparaissait demain, que resterait-il de toi? Que resterait-il de cette version de toi qu'elle seule connaissait? Ce ne sont pas les mots qui vont briser le silence ce vendredi, mais des regards entre femmes qui ont tout partagé sans jamais tout dire, et une question surgit, presque intime, presque troublante. Qui peut vraiment comprendre une femme comme Nathalie Baye, sinon celles qui ont marché à ses côtés dans les mêmes lumières et les mêmes doutes, celles qui ont vu ses éclats de rire, tant de rire autant que ces moments de retrait, celles qui ont compris que derrière la maîtrise se cachait une sensibilité à vif. Parmi elles, une présence s'impose avec évidence, ancienne, profonde, enracinée dans le temps long. Nicole Garcia, qui la connaissait depuis le conservatoire, bien avant la célébrité, bien avant que le public ne s'approprie son visage. Et c'est là que naissent les liens les plus solides, dans ces années où rien n'est encore acquis, où tout est fragile, où chaque rêve peut s'effondrer du jour au lendemain. Elle se souvient d'une femme qui riait, qui plaisantait, qui gardait quelque chose d'enfantin malgré la rigueur de son métier. Et cette image contraste violemment avec la réalité des derniers jours, lorsque la maladie a lentement étouffé ce rire. Comme si une lumière s'éteignait sans bruit, laissant derrière elle une absence presque irréelle. Ce contraste entre la joie et le silence est peut-être ce qui rend son départ si difficile à accepter. Car comment concilier ces deux images, celle d'une femme vibrante et celle d'un silence définitif? À quelques pas, une autre voix se fera entendre, plus douce, plus pudique, mais tout aussi chargée d'émotions, Isabelle Carré, qui se souvient d'un premier tournage, d'un moment où tout aurait pu être intimidant, et où au contraire elle a trouvé une présence protectrice, presque maternelle, une manière d'accueillir sans juger, de guider et sans imposer. Et ces souvenirs révèlent une facette essentielle, celle d'une femme qui prenait soin des autres sans jamais chercher à le montrer. Être protectrice dans un milieu aussi exigeant est une forme de courage silencieux, une manière de résister à la dureté du monde en choisissant la bienveillance. Et puis il y a cette relation plus intense encore, presque fusionnelle, celle évoquée par Mathilde Seigneur, qui parle d'un lien presque maternel, d'une présence qui dépassait le simple cadre professionnel pour devenir un repère, une confidente, une figure sur laquelle s'appuyer lorsque tout vacille. Ce mot revient, maternel, encore et encore, comme un écho, comme une évidence qui traverse tous les témoignages, et soudain tout s'éclaire, au-delà de l'actrice, au-delà de la carrière, c'est peut-être cela qui définit le mieux son héritage, cette capacité à créer autour d'elle un espace où les autres pouvaient exister pleinement. Ce vendredi, ces femmes ne viendront pas seulement dire adieu, elles viendront refermer un chapitre de leur propre vie. Car perdre quelqu'un comme elle, c'est perdre une partie de soi, une version de soi qui n'existe que dans le regard de l'autre. Et toi qui écoutes, as-tu déjà connu cette forme d'amitié où les mots deviennent inutiles, où un simple regard suffit pour comprendre, et si cette personne n'était plus là demain, saurais-tu encore reconnaître la personne que tu étais avec elle? Lorsque les portes se refermeront lentement derrière les premiers arrivés, une autre vérité apparaîtra plus discrète mais tout aussi essentielle, car au-delà des visages connus, ce sont des dizaines d'autres présences qui donneront à ce moment sa véritable densité. Et une question surgit avec une force inattendue qui écrit vraiment l'histoire d'une vie, ce que l'on voit ou ce que l'on oublie trop souvent. Parmi les silhouettes attendues, certaines incarnent une mémoire collective comme Michel Drucker, témoin de plusieurs générations, homme de confidence et d'entretien, qui a vu défiler les carrières et les époques et qui connaissait Nathalie Baye dans ce qu'elle avait de plus constant.
Sa simplicité, son refus de se transformer en image, sa capacité à rester elle-même, même lorsque tout poussait à devenir autre chose. Sa présence ne sera pas celle d'un animateur venu saluer une invitée, mais celle d'un homme qui a observé une trajectoire humaine, une évolution marquée par la fidélité à soi. À quelque part, Richard Berry apparaîtra sans doute, porteur lui aussi de souvenirs partagés, de tournages, de moments suspendus entre fiction et réalité, et il y a dans ces retrouvailles silencieuses les quelque chose de presque vertigineux, comme si chaque personne présente portait une version différente d'elle, une facette que les autres ne connaîtront jamais totalement. Et puis il y aura Thierry Cliffat, dont le regard de metteur en scène a capté des nuances de ce que peu ont su voir. Quelqu'un qui a travaillé avec elle, mais surtout quelqu'un qui a compris ce qu'elle ne disait pas, car diriger une actrice comme elle, c'est apprendre à l'écouter, ce qui ne se formule pas. Mais ce qui bouleverse le plus n'était peut-être pas là, car derrière ces noms, derrière ces figures identifiables, il y a une autre foule, invisible aux yeux du grand public, mais essentielle à toute carrière, les techniciens, les costumiers, les maquilleurs, ces mains qui construisent les images sans jamais apparaître à l'écran, et elle ne les oubliait jamais. Elle les regardait, elle les saluait, elle reconnaissait leur travail dans un milieu où tant d'autres passent sans voir. Ce vendredi, ils seront là, eux aussi, sans discours, sans caméra, mais avec une fidélité silencieuse qui en dit plus que tous les hommages officiels, car être respecté par ceux qui travaillent dans l'ombre est peut-être la forme la plus pure de reconnaissance. Et puis, au-delà de toutes ces présences, une émotion collective va s'installer. Quelque chose de presque palpable, une vibration partagée qui traverse les corps sans avoir besoin de mots, comme si un pays entier retenait son souffle au même instant. Parce que certaines disparitions dépassent l'individu pour devenir un moment commun, une fracture douce mais réelle dans la mémoire collective. Car oui, elle laisse derrière elle bien plus que des films. Elle laisse des regards qui continuent de vivre, des silences qui continuent de parler, des instants capturés qui refusent de disparaître. Et surtout, une manière d'être, une leçon presque invisible mais profondément ancrée. Rester fidèle à soi, protéger ceux que l'on aime, ne jamais céder à l'artifice lorsque la vérité suffit. Et toi, en écoutant ces noms, ces présences, ces fragments de vie, une autre question s'impose doucement. Presque comme un murmure, lorsque ton propre cercle se réunira un jour pour parler de toi, que restera-t-il vraiment? Des titres, des succès, ou de la façon dont tu as regardé les autres et dont tu les as fait se sentir vivants? Et puis tout s'arrêtera, les portes se refermeront, les voix s'éteindront, les pas s'éloigneront, et c'est là que commence la partie la plus difficile, celle où il n'y a plus de cérémonie pour contenir l'émotion, plus de regards pour partager la douleur, seulement le vide, et une question brutale qui s'impose. Que reste-t-il vraiment lorsque quelqu'un disparaît? Que garde-t-on quand il n'y a plus rien à voir, plus rien à entendre, seulement des souvenirs qui refusent de s'effacer? Nathalie Baye n'est plus là, et pourtant elle est partout, dans ces films que l'on reverra sans jamais les regarder de la même manière, dans ces silences qu'elle savait habiter mieux que personne, dans ces regards qui semblaient dire plus que 1000 phrases. Et c'est peut-être cela, le paradoxe le plus troublant, certaines personnes deviennent encore plus présentes après leur départ. Mais au-delà de l'actrice, au-delà de la figure publique, il reste une empreinte plus intime, plus profonde, celle d'une femme qui a su aimer, protéger, transmettre, et cette vérité se concentre dans quelques mots simples, presque fragiles, prononcés par Laura Smet: « Prends soin de toi et de ceux que tu aimes ». Car tout peut basculer sans prévenir, et soudain cette histoire n'est plus seulement la sienne, elle devient la nôtre. Elle nous renvoie à nos propres liens, à ces personnes que l'on croit acquises, à ces moments que l'on reporte sans imaginer qu'ils pourraient être les derniers. Ce vendredi, certains seront présents physiquement, d'autres suivront de loin, mais au fond, peu importe l'endroit. Car l'essentiel se joue ailleurs, dans ce court instant où chacun s'arrête, où chacun pense à quelqu'un, où chacun ressent ce mélange étrange de tristesse et de gratitude. Tristesse de perdre, gratitude d'avoir connu. Et c'est là que réside peut-être le véritable héritage, pas seulement dans les œuvres, mais dans ce qu'elles provoquent, dans cette capacité à nous obliger à ressentir, à nous rappeler que la vie est fragile, que les liens sont précieux, que rien n'est jamais garanti. Alors maintenant, laisse-moi te poser une dernière question, une question simple mais impossible à fuir. Si tu devais perdre aujourd'hui quelqu'un qui compte pour toi, qu'est-ce que tu regretterais de ne pas lui avoir dit? Qu'est-ce que tu regretterais de ne pas avoir fait? Et surtout, qu'est-ce qui t'empêche de le faire maintenant? Parce qu'au fond, c'est peut-être cela que cette histoire nous murmure, doucement mais avec insistance, ne pas attendre.